Bonjour aux élèves de seconde 1 et 5 et à la seconde 6, notamment aux élèves de la seconde 6 qui sont en OIB. Bon, alors, c'est notre premier rendez-vous en ligne. Si vous avez raté la connexion en direct, le film de toute façon sera intégré dans votre cahier de texte. Alors, en préliminaire, je ne m'adresse pas à la totalité de la seconde 6, mais seulement aux OIB. Alors pourquoi? Il ne s'agit pas de discrimination, mais parce que je pense que la priorité pour vous, en situation de confinement, c'est de travailler en histoire pour les secondes 1 et 5, en géographie pour cette classe et les secondes 6. Par contre, pour ceux d'entre vous que je ne vois qu'en éducation civique, je n'ai pas l'intention de vous importuner pendant 15 jours ou 3 semaines là, qui arrivent. On verra si vraiment le confinement dure très très longtemps. Pardon. S'il est nécessaire ou non de travailler à distance. Je vous rappelle qu'il était prévu en éducation civique une série d'exposés. Alors, ces exposés, vous pouvez les préparer de votre côté, si vous y tenez, puisque l'idée, ce serait d'organiser des débats. Autrement dit, en 20 minutes, vous faites le tour d'une question, vous la présentez, donc elle va prendre à peu près 5 minutes, et vous pouvez vous appuyer sur des vidéos ou d'autres documents. Ensuite, vous pouvez travailler euh, avec la classe, c'est-à-dire 5-10 minutes où vous posez des questions aux gens, vous essayez de les faire débattre. Donc si vous êtes deux, vous voyez, un premier élève par exemple peut faire l'introduction, l'exposé proprement dit, en 5 minutes. Un autre peut animer le débat et même prendre des notes de ce qui se dit dans la classe pendant 5 à 10 minutes. Et enfin, il faut conclure, mais en ne livrant peut-être pas la totalité des réponses aux questions qui ont été traitées. Vous aurez préparé une trace écrite, vous me la rendrez, et ça vous permettra d'avoir une évaluation un peu globale. Bon, ça c'est la théorie. Je pense qu'il nous restera assez peu de temps dans l'année que tous les élèves ne pourront pas faire d'exposé en éducation civique. Cela dit, vous voyez bien que ce que je suis en train de faire, vous pourriez le faire aussi, et qu'à la limite, si vraiment on veut que tout le monde prépare un petit quelque chose d'intéressant, eh bien, ceux d'entre vous qui ne peuvent pas le faire en classe pourraient le faire par téléphone. C'est tout à fait possible aussi. Après, ce serait un petit peu plus délicat pour vous d'obtenir que les gens se connectent et débattent en direct avec vous. La preuve, vous voyez, il n'y a pas énormément d'élèves qui sont en phase aujourd'hui chronologiquement avec cette intervention. Bon, je laisse de côté donc l'éducation civique, enfin morale et civique pour reprendre l'intitulé exact. C'est pas en effet, comme je vous l'ai dit, la priorité. Alors, cette première vidéo, c'est un peu pour mettre les choses au point. Il est évident que je ne vais pas faire un cours sur le net aujourd'hui. Ça viendra peut-être, mais simplement vous rappeler quelles sont les modalités du téléenseignement telles qu'on les a imaginées, telles qu'on va essayer de les mettre en place ensemble. Alors, vous voyez que vous allez avoir chaque semaine un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il sera publié le jeudi. Ça veut dire que vous avez à le rendre au plus tard le mercredi d'après. C'est pas forcément un questionnaire rempli d'exercices, mais c'est un moyen de voir si vous avez bien pris en compte toutes les consignes, si vous êtes en phase avec le cours à distance. Et éventuellement, si il y a des points un peu obscurs, vous pourrez aussi vous servir de ce questionnaire pour faire remonter des questions. Voilà. Bon, donc nous sommes en train de terminer le chapitre sur le nombre et le nombre, mais pas seulement le nombre et le vieillissement, voilà, c'est pour ça ce titre-là qu'on a travaillé sur l'Inde jusqu'à présent. Et puis on a une petite question sur la France qui va, dans le prolongement de cette question générale, donc sur le nombre et le vieillissement et sur l'étude de cas indiens, poser la question de la répartition du peuplement en France et peut-être aussi de sa structure. Alors vous voyez que malheureusement, l'épidémie actuelle le prouve, nous vivons dans des sociétés vieillissantes, les personnes plus âgées sont vulnérables, et de même qu'on a eu une crise de mortalité assez aiguë en Italie parce que la population est composée essentiellement d'anciens, eh bien on doit se prémunir en France parce que le risque de contaminer beaucoup de personnes âgées est évidemment important dans une société où les jeunes sont très minoritaires.
Donc, on passera de l'Inde à la France en restant sur des questions démographiques. Mais bien entendu, comme on est en géographie, on sera plutôt sur des questions spatiales. Donc on regardera où sont les gens, puis peut-être quelles sont les régions où il y a le plus de vieux, plutôt que de parler de structures de peuplement et de population au sens économique ou démographique. Ce serait sortir de notre discipline. Bon, alors je vous ai quand même posé quelques petites questions dans le questionnaire zéro. Alors, je rappelle que vous avez un devoir ou un exercice à faire à la maison et à me rendre au retour. C'est un travail sur l'Inde pour une classe. Il s'agit aussi de faire la carte pour l'autre classe qui me l'a déjà rendu. Seulement des questions. Donc, je vous invite à utiliser votre manuel. Il y a 2 pages du manuel qui sont utiles. Si vous n'avez pas votre manuel parce que vous l'avez perdu ou laissé au lycée, c'est pas très grave. Il existe en version numérique. Vous trouverez le lien sur Etchealaya. Donc, les informations relatives au téléenseignement seront dans votre votre cahier de texte en ligne. Donc, on trouve un lien sur Pronote pour accéder à Etchealaya, où on va directement sur Etchealaya. Pendant 2 semaines ou 3 semaines, pour les secondes 1 et 5, en tout cas, vous trouverez les informations en géographie, puis sans doute en histoire. Pour les secondes 6 OIB, de toute façon, c'est toujours en géographie. Pas parce qu'on est confiné que ça change, on ne fera pas d'histoire ensemble. Voilà. Bon. Donc, en plus de cet exercice sur l'Inde, qui est à rendre quand vous reviendrez au lycée, donc si ça se trouve, pas avant un mois. Enfin, si j'étais vous, je me débarrasserais du problème, je ferai l'exercice tout de suite. Bien, je vous poserai des petites questions sur l'évolution du cours fait à distance. Là, en l'occurrence, je vous ai posé des questions sur les caractéristiques de l'Inde, qui sont des caractéristiques que vous aviez trouvées par vous-même, mais pour que vous utilisiez les réponses d'une manière adéquate dans l'esprit d'une composition. C'est-à-dire que, en fait, vous fassiez attention que les questions 5 et les questions 6, ce qui est important, non, oui, c'est de voir dans quelle mesure les phrases que nous avons rédigées, qui sont exactes, peuvent servir d'étude d'entrée en matière, ou peuvent servir de reformulation, à quoi elles nous serviraient si nous devions rédiger une introduction de composition. Alors, donc c'est en fait un exercice assez littéraire. On a vu en seconde 6 avec certains, comme Lucien, que vous avez tendance quelquefois à bien répondre à un sujet de composition, mais à y répondre directement sans faire d'introduction. Donc, n'oubliez pas que si vous faites une introduction et une conclusion dans un devoir de type composition, ça vous fait 5 points sur 20 et que c'est avant tout une question de style. C'est évidemment pas là que vous répondez à la consigne, mais c'est indispensable de le faire. Donc, comme on s'entraîne, que nous sommes qu'en seconde, nous ne savons pas encore d'ailleurs si au bac, en terminale, on vous demandera de rédiger des compositions, il faut prendre le temps d'y réfléchir et de connaître un petit peu la méthodologie. Donc voilà, quand on vous pose une question, par exemple sur l'Inde, on ne répond pas directement à la question, on fait un petit paragraphe dans lequel on va expliquer qu'on a compris la question. Et avant d'expliquer qu'on a compris la question, il faut la situer dans un contexte et la reformuler. Donc voilà, ça c'est une méthode assez universelle qui est déjà celle de la dissertation et qui sans doute ne connaîtra pas beaucoup d'évolution dans l'avenir. Donc essayez de comprendre ce type d'exercice pour, quand vous aurez à rédiger vraiment une composition, vous ne perdiez pas des points dans une partie qui est relativement facile, puisqu'il s'agit de mettre en forme, pas de répondre encore une fois à la consigne. Bien, j'espère que tout le monde aura l'occasion de répondre à ce formulaire avant mercredi, ou pour mercredi au dernier délai. Pour l'instant, je crois qu'on a un taux de retour d'à peu près 50%. Il faudrait que tous les camarades soient alertés et pensent à le faire. Notamment à la question 4, ce serait intéressant que vous me disiez si vous avez tous des scanners ou pas. Alors, pour ceux qui ont un scanner, vous voyez que l'exercice en ligne, l'exercice dont les consignes sont reprises en ligne, mais qui est à faire pour la rentrée, eh bien, vous pouvez décider de me le rendre par avance. Par exemple, si vous avez fait vos réponses aux questions
et que vous avez fait votre carte de l'Inde, eh bien vous pouvez me la scanner et puis me l'envoyer. Alors pour éviter d'aller dans le casier numérique de Pronote, qui n'est pas forcément un outil facile d'accès, le plus simple pour vous, si vous faites ce travail de scanner vos documents, c'est par exemple de mettre le résultat sous forme de PDF dans un cloud quelconque, hein, OneDrive ou Google Drive, c'est gratuit, c'est facile à créer, ou bien celui de votre fournisseur d'accès, Orange, SFR, que sais-je. À ce moment-là, vous m'envoyez par mail tout simplement un petit lien. Voilà, et moi je pourrais me connecter et voir votre travail. Pour tout ça, c'est si vous êtes zélé, que vous avez envie de vous amuser à faire de l'informatique, parce que sinon, l'exercice sur l'Inde, je vous le rappelle, il est à faire et à restituer à la rentrée des cours, j'espère début mai, puisqu'apparemment c'est ce qu'on peut espérer de plus favorable dans les circonstances actuelles. Voilà. Alors, est-ce que j'avais pas autre chose à vous dire? Non, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Donc la semaine prochaine, on abordera de plein pied la question donc de la France comme étude de cas euh, dans le cadre de notre chapitre sur la population et les contrastes d'âge, de développement qu'on peut observer dans la population. Du coup, vous voyez que vous pouvez toujours réviser par exemple la transition démographique pour que vous compreniez ce qu'on vous en dira à propos de la France. Vous pouvez également relire tout ce qu'on a vu sur la question des inégalités. On a fait les inégalités en gros à l'échelle du monde en montrant que l'Inde était un pays pauvre, mais sur la France, ce qui va être plus intéressant, ça va être de regarder les inégalités à l'intérieur de la société française et du territoire français puisqu'on est en géographie. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est les régions riches et les régions pauvres, les quartiers des villes riches et les quartiers des villes pauvres qui vont nous intéresser, puisque en géographie, on s'intéresse à l'espace, donc aux localisations en priorité. On ne s'intéresse pas qu'à ça, mais en priorité. Vous pensez que la géographie, en gros, ça doit pouvoir permettre de produire des schémas, des cartes, des croquis, et donc, si c'est trop abstrait, on n'est plus vraiment dans la description qu'on attend en géographie d'habitude. Bien sûr que, vous voyez, la méthodologie de la géographie, ce n'est pas celle de l'histoire. Donc, je vous ai demandé à la fin du formulaire d'essayer de me décrire, à partir de 2 cartes en gros, où vivaient les Français à peu près. Et ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est se poser des questions. Qu'est-ce qui explique ces disparités? Bon, par exemple, prenons le cas de l'Espagne pour ne pas faire l'exercice à l'avance. Les Espagnols vivent surtout sur les littoraux, et il y en a très peu dans l'intérieur du pays, sauf des îlots un petit peu marginaux, alors comme Saragosse, ou bien il y a aussi l'agglomération très importante, mais sous forme d'oasis de Madrid. Donc en gros, les Espagnols vivent sur les côtes et pas tellement à l'intérieur, sauf quelques grosses agglomérations. Qu'est-ce qui l'explique? Un géographe se demandera, voilà, est-ce que les conditions de vie dans l'intérieur du pays sont pénibles parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il fait trop froid, est-ce qu'il y a des contraintes climatiques, est-ce qu'il y a des explications plutôt politiques? Je sais pas moi, une guérilla qui sévirait dans l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a des causes liées à l'activité sismique, volcanique? Est-ce qu'il y a des raisons un peu plus subtiles? Donc vous voyez, à chaque fois, on se pose plusieurs hypothèses qui pourraient être les bonnes et on vérifie parmi ces hypothèses lesquelles sont les plus justes. On fera pareil pour la France. Donc on regardera comment vivent les Français, plutôt où, et on se posera la question, qu'est-ce qui l'explique? Alors, vous voyez par exemple, comme en Espagne, on a une agglomération assez grosse, c'est Paris, mais au contraire de l'Espagne, il n'y a pas de deuxième très grosse agglomération comme Barcelone, et l'écart entre Madrid et les villes capitales de province est plus faible que l'écart qu'on observe entre Paris et Marseille, ou Paris et Lyon, ou Paris et Bordeaux. Alors, comment on peut l'expliquer? C'est là que quelquefois l'explication peut être historique. Donc en géographie, on n'est pas du tout sectaire, on va voir une liste de questions qui peuvent nous amener à parler de climat, de géologie, de politique, pourquoi pas d'histoire, et on validera
les explications qui paraissent les plus pertinentes. Bien, alors donc ce sera l'occasion peut-être de faire ensemble un petit schéma. Vous pouvez peut-être préparer la prochaine visioconférence en ayant une feuille de papier où on s'amusera à faire une carte de France, mais vous savez, très basique. Et la France, il est assez facile de la caricaturer sous la forme d'un hexagone. Donc je vous proposerai peut-être de commencer la question sur la France par quelques gribouillages sur un hexagone. Ça nous permettra notamment de repérer ce qu'on appelle la fameuse diagonale du vide. Bien, donc on fera ça lundi prochain, puisque c'est tous les lundis qu'on parle par vidéo, et je vous poserai des questions et vous inviterai à travailler sur ces questions jeudi prochain, donc dans quelques jours, puisque vous aurez terminé le questionnaire 0, donc vous pourrez aborder le formulaire numéro 1. Voilà, on est arrivé au bout.